Allez, c'est parti. Correction, donc le 3. Donc, le capitaine m'a demandé de faire un truc un peu pour vous accompagner. Donc, le but, c'est, voilà, je vais prendre des items, on va voir un peu comment il faut réfléchir, comment il faut trier les informations. Okay. De toute façon, après, dans la correction, je vous ai tout détaillé avec les formules de correction. Mais du coup, voilà, comment il faut réfléchir, surtout en UE3, genre, il y a beaucoup de par cœur, mais il y a les formules aussi à connaître. Donc, moi, ce que je conseille, c'est, si vous vous rappelez de la formule, il faut la noter. Comme ça, surtout pour Brezard, électrophysio et tout, si vous notez la formule, vous avez tout sous les yeux. Et au moins, quand il y a les items proportionnels à dépend de et tout, et au moins vous avez tout sous les yeux pour répondre direct. Du coup, donc voilà, donc là c'est pas vraiment la note qui compte, c'est vraiment de balayer un peu les cours un peu durs pour si vous avez des questions les poser. Les poser et essayer de comprendre plus de trucs. Donc voilà, arrêtez-moi direct s'il y a des trucs qui bloquent. Et voilà. Donc pour la 1, c'était la B. Voilà. Donc la 1, c'était faux parce que les molécules et les atomes sont toujours en mouvement à 0 degré Kelvin. Pourquoi c'est faux? Atome. Atome. Non, c'est le reste. Ils sont toujours en mouvement au-dessus de 0 degré. À 0 degré, il n'y a pas de mouvement. Enfin, à 0 degré Kelvin. Après, il y a les pièges 0 degré Celsius. Donc, faire attention parce que 0 degré Celsius, c'est plus chaud que 0 degré Kelvin. C'est 0 Kelvin, je crois que c'est moins 400 degrés. Moins 273, moins 200. Merci. Du coup, la D, c'était vrai. L'agitation moléculaire dépend de la température. Donc, en fait, plus il y a de température, plus les molécules vont être excitées, donc plus il va y avoir d'agitation moléculaire. Pour les gaz parfaits, donc les gaz parfaits obéissent à 3 lois simultanément. Pourquoi c'était faux? On a 5. Vous savez les dire ou pas? Le 5, Dalton et tout ça. Alors, moi, je vais vous dire comment je les apprenais. Voilà, pour ceux qui me connaissent déjà l'année dernière, je donnais tout le temps des moyens mnémotechniques, donc là, ça marchait bien. Donc 5 lois. En fait, ça faisait A, B, C, D et G. Vous allez comprendre. Donc, si vous prenez le tableau des lois, c'était dans le désordre en fait. Si vous mettez dans l'ordre alphabétique, ça fait Avogadro, Boyle-Marriott, loi de Charles, oui, je me souviens encore, Dalton et Gay-Lussac. Et pour retenir les formules, je m'aidais aussi de ça. Je crois que la première, c'est à pression et température constante. Volume molaire est identique. Vraiment, en fait, de mettre comme ça, d'avoir un ordre et tout, ça m'aidait à retenir et à rien oublier. Parce que si vous en apprenez une indépendamment à chaque fois, vous allez plus savoir c'est quoi la condition qu'il faut et tout. Donc le fait de les trier dans l'ordre, moi je ne me trompais pas comme ça. Donc c'était très pratique pour les retenir. Donc Avogadro, c'est à température et pression constante. C'est un peu petit, non? Vous allez voir. Température et pression constante. Donc on a volume molaire identique. Volume molaire égaux. Vous savez ce que c'est le volume molaire? C'est le volume d'une mole. Okay. Donc ça veut dire qu'une mole de n'importe quel gaz parfait, elle fait le même volume. Et c'est 22,214 litres par mol. Bon, ça c'est du détail. Mais donc, du coup, 22 litres, c'est beaucoup quand même. Donc,
Après Boyle-Marriott, donc là on a température et pression constante. Là on a juste température constante. Boyle-Marriott, vous voyez bien, PV égale NRT. Ouais, donc PV égale constant. PV égale NRT. C'est V, non? V constant. P fois V est égal à une constante. En fait, PV c'est égal à NRT. Okay. La loi de Charles, donc c'est température, pression constante. Température constante. Le prochain c'est pression constante. Loi de Charles, donc le volume est proportionnel à la température. Donc c'est logique parce que si la pression est constante, le volume est proportionnel à la variable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la température elle augmente, plus il va faire chaud, plus un gaz il va se dilater, justement à cause de l'agitation moléculaire, donc il va prendre plus d'espace. Okay. Ensuite, Dalton, c'est pression totale, c'est la somme des pressions partielles. Après ça, vous le revoyez avec Rebouillon. On va remettre les voies. Donc, ce qu'il y a, c'est que je les apprenais à chaque fois, du coup, je m'en rappelais. Somme des pressions partielles. Et Gay-Lussac, c'est donc à volume constant, pardon. Donc, température, pression constante, pression constante, volume constant. Donc, à chaque fois, on le retrouve, on n'est pas loin de le retrouver par déduction. Et du coup, le dernier, ben, c'est. C'est là, un volume constant. Excusez-moi. Donc là, un volume constant, qu'est-ce qu'on a? On a la pression qui est proportionnelle à la température. Donc ça aussi, c'est. Après, c'est bien d'essayer de comprendre les formules pour mieux les retenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, en fait, si la température augmente, inversement, la pression elle va augmenter. Parce que les molécules vont plus se taper et rentrer en collision. Et la pression, c'est une force qui s'exerce sur la surface. Donc, plus il va y avoir d'agitation moléculaire, plus la pression va augmenter. OK? Du coup, voilà, pour les retenir, les 5 lois, A, B, C, D, G, ordre alphabétique, température, pression constante, pression constante. L, c'est la particulière, c'est pression totale, somme des pressions partielles, des constituants, et la dernière, un volume constant. Bon. Essayez de faire comme ça si ça vous aide. Ouais, je sais que ça m'a bien rendu service. Pour la D, l'équation des gaz parfaits identique à celle des gaz réels. Bon, celle-là, c'est pas trop dur. Donc, c'est faux. L'équation des gaz réels, elle est adaptée. Enfin, c'est une adaptation de la formule des gaz parfaits aux phénomènes qui se déroulent dans les gaz réels. Donc, là, je vais faire votre forme de celle-là est un peu compliquée de formule, mais en fait, c'est pour rendre compte de ce qui se passe dans les gaz réels par rapport aux gaz parfaits. Donc, les gaz parfaits, ils ont la même taille de molécules. Et pour les gaz parfaits, il n'y a pas d'interaction entre les molécules. Donc, en gros, on suppose que les molécules ne seront jamais dedans pour les gaz parfaits. Enfin, non, pas d'interaction au niveau liaison chimique, liaison hydrogène. Enfin, vous voyez? Donc, là, du coup, pas d'interaction électrostatique. Okay? Du coup, là, en fait, ça prend en compte les interactions qu'il y a dans les gaz réels et les différences de volume des molécules. Parce que si les molécules ne sont pas de même taille, en fait, l'espace qu'il y a autour des molécules, il va être différent que celui pour un gaz parfait. Vous comprenez ça ou pas? Si vous prenez un bocal, deux bocaux identiques,
Dedans, vous mettez des billes qui font toute la même taille, et dans une autre, des billes qui sont un peu plus petites, des billes qui sont un peu plus grosses, ben, ça va prendre plus d'espace. Okay. Et la dernière, c'est donc si un liquide est en état de sous-saturation, la tension du gaz dissous est supérieure à la pression du gaz libre. Donc sous-saturation, il faut se dire, il y a moins de pression dans le gaz qu'à l'extérieur. Donc ça veut dire que la pression du gaz libre, elle est supérieure à la pression du gaz dissous. Donc c'est faux. Ok, ça va pour jusqu'ici. Ensuite, les états de la matière sont définis par leurs aspects macroscopiques. C'est vrai. Donc, aspect macroscopique, ça veut dire visible à l'œil nu. Okay. Donc, solide, liquide, gaz. Alors, je me suis dit un gaz en soi, c'est pas macroscopique parce qu'on ne peut pas le voir. Mais dans la vapeur d'eau, par exemple, ça se voit. Et, donc, c'est comment on voit la matière qui va définir leurs états. Ensuite, la B, l'eau et l'éthanol sont miscibles l'un dans l'autre en toute proportion à leur solubilité totale. Donc, ça, c'est vrai aussi. C'est pas valable pour tous. Normalement, il y a une limite à partir de laquelle il y a la saturation. La C, donc la solubilité, la quantité minimale de soluté que l'on peut dissoudre dans un volume de solvant, c'est faux, c'est la quantité maximale. D, la tension et la pression exercées par le gaz libre sur un liquide à température constante. Donc c'est vrai ou faux? C'est pas raison. Le gaz dissous. Hop. Et la E, le volume de gaz dissous dans un liquide est proportionnel au volume de liquide disponible. Vrai ou faux? Ouais. Donc c'est logique, c'est ça. Pas dire que c'est logique à chaque fois, sinon vous allez. Plus il y a de liquide, plus il y a d'espace pour que le gaz se dissout. Donc, plus on va pouvoir dissoudre de gaz. Et c'est la formule, c'est là. Donc, ça, c'est le volume de gaz dissous. Et ça, c'est le volume de liquide. Donc, du coup, le volume de gaz dissous, il est proportionnel au volume de liquide disponible. Après, pas besoin de prendre toutes les formules, là, je vous ai vraiment tout mis. Vraiment juste écouter et poser des questions s'il y a besoin. Du coup, la E est juste ça. Donc, du coup, pour le potentiel chimique, donc, ça c'est vraiment les cours chiants. Moi j'avais fait une fiche Bristol avec toutes les formules. En fait, si on était sur une fiche, il y en a pas mal, mais en vrai, vous avez tout le cours sur une fiche, donc c'est pratique. Et le revoir de temps en temps, ça vous fera revenir, parce que sinon, si vous apprenez les formules et que vous ne les revoyez pas, vous n'allez pas vous en rappeler. Et du coup, donc voilà, pour ce genre d'item, bon, pour Brezard, en fait, dans les annales, en gros, il prend un paragraphe de son cours et il fait 5 items dessus. Donc j'ai essayé à peu près de faire pareil. Donc là, par exemple, sur le potentiel chimique, il va vous mettre, donc là j'ai mis à propos du potentiel chimique d'un solide, d'une solution diluée. Donc là, il faut avoir dans la tête la formule. Donc, le top du top, c'est déjà la formule à côté si vous vous en rappelez. Si vous en rappelez plus, vous essayez de réfléchir. Qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui n'est pas. Du coup, donc, les deux petites questions avant. Le potentiel chimique est la variation de l'enthalpie libre du mélange due à l'addition du mol de solide de l'entité B sans variation des autres paramètres, c'est vrai. La B, elle était vraie aussi. Du coup, donc, pour le potentiel chimique, bon, là, c'est la formule la plus simple, celle-là. C'est le potentiel chimique. Du coup, donc j'ai mis donc le potentiel chimique d'un solide d'une solution diluée, donc là il y a la formule,
dépend de la fraction molaire du solide. Donc, c'est faux parce qu'il n'est pas dans la formule. Ok. Enfin, pas qu'il n'est pas dans la formule, mais c'est que si on fait la fraction molaire d'un solide, ça donne 1. Et ln de 1, ça fait 0. Ok. Du coup, il n'intervient pas. Et la D à E, c'est vrai. Bon, alors ça, chaque fois, je me faisais piéger là-dessus. Il est égal à l'enthalpie libre molaire de ce oui, il est égal à l'enthalpie libre molaire de ce constituant. Donc, je crois que dans toutes les formules, en fait, vous avez ça qui est égal à ça. Et après, vous avez la suite où c'est enthalpie libre de référence plus 2-3 trucs. Ouais. Pourquoi la A elle est juste? C'est quoi, pas de souci? Bah, c'est pas enthalpie libre molaire. Alors, ça Ça longtemps que je l'ai pas revu, donc tant j'y gagne. après, genre, ça, c'est pas. Enfin, ce qu'il y a, c'est que l'enthalpie. C'est différent là, je crois. L'enthalpie libre molaire, c'est juste que tu rapportes au nombre de moles. Attends, je vais vérifier. Ça se trouve. Non, j'ai juste variation de l'enthalpie libre due à l'addition d'une mole de B. Alors, en fait, c'est c'est parce que on te dit dû à l'addition d'une mole de B, c'est là où il intervient la mole. J'ai une question. Ouais. Mais du coup, le potentiel chimique, c'est la variation dans l'enthalpie libre. Mais ça veut dire la B et la E, c'est un peu faux, parce qu'on n'a pas mis de variation. Lui, il est assez confus sur ça. Du coup, donc, moi, j'ai un enthalpie libre sur mol de l'entité B. Donc, potentiel chimique de l'entité B, c'est enthalpie libre du mélange dû à l'addition du mol. Okay. Ouais, du coup, on a mis la division en phrase. Ouais, ça revient même sur enthalpie libre. Voilà. Du coup, donc, profitez, hein. Ça varie de l'enthalpie libre. Et si on a on a juste fixé l'enthalpie libre molaire. Oui, mais est-ce que c'est la variation ou c'est l'enthalpie libre? Mais du coup, si tu as ton enthalpie libre, okay, tu rajoutes une entité B. Voilà, c'est la quantité de matière de B que tu rajoutes. Du coup, ça te donne l'enthalpie libre molaire. Là, c'est ça qui va varier. Enfin, ça va varier. Et ça te donnera toujours l'enthalpie libre molaire. Tu vois? Sinon, dans les formules, tu aurais un delta. Dès qu'il y a une variation, tu as un delta. C'est bon? Donc voilà, bon, là vraiment j'ai fait un peu la formule la plus simple, mais j'aurais pu vous mettre n'importe quoi d'un potentiel chimique d'une solution dans une autre solution, etc. Donc voilà, vraiment un petit conseil, faites une fiche Bristol avec toutes les formules, comme ça vous la revoyez. Même moi je crois que je l'avais revu juste avant le concours, enfin, dans la salle de concours pour être sûr de me rappeler, parce que c'est vraiment un truc qui est chiant. Du coup. Et du coup, la D et la L, elles sont là. Ouais. Donc, là, une transition de phase de premier ordre n'implique pas de chaleur latente. C'est faux, elles impliquent une chaleur latente. La B, l'état de surfusion est un état de métastabilité. C'est ce que ça veut dire, métastabilité? Ça veut dire qu'en apparence, c'est stable, mais en fait, c'est instable. De métastabilité. L'état de surfusion correspond à... Alors, la B, c'était Briouski. La C, l'état de surfusion correspond à un retard de la transition de phase de l'état solide à l'état liquide.
Vrai ou faux? Oui. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc, c'est de l'état liquide à solide. Oui. Donc, ça n'a lieu que lors de la solidification. Transition de l'état liquide vers l'état solide. Ok. Donc, ça, vous ne faites pas avoir sur ça. Donc, c'est lors de la solidification. Ok. L'état de surfusion est causé par l'ajout d'un germe de solidification. Vrai ou faux? Faux. Il cesse lors de l'ajout d'un germe de solidification. Et la E, la température de nucléation est aussi appelée point de Schaeffer. Donc ça, c'est bon. Donc, B. La 5. Donc pareil, voilà, il prend son cours, il va vous faire une question, 5 items sur un point du cours. Donc là, vous avez fait sur la variance et le diagramme des phases. Donc ça, vous voulez que je réexplique un peu le diagramme des phases ou... Oui. Du coup, en fait, essayez de vous rappeler du dessin, ça m'a bien aidé. Solide, liquide. En gros, ça fait quand même un petit mur. Solide, SLG. Solide, liquide, gaz. Bon, après, l'échelle, on s'en fiche un peu, mais... Température, pression. Donc, en gros, pour le diagramme des phases, donc, tu as la formule V égale N-Φ plus 2. Donc, alors c'est toujours 2 parce que c'est... 2, ça vient du nombre de paramètres qui peuvent varier. Donc là, on fait la température et la pression. Donc, il y a 2 paramètres qui peuvent varier. C'est la température et la pression. En fait, l'état d'un corps, il va dépendre de sa température et de sa pression. Si à une même température, par exemple, voilà, je place là. Donc, même température. Donc, regarde, imaginons on se met là. Donc, la température, on ne va pas varier parce qu'on reste sur une droite verticale. Okay. Donc, imaginons, je sais pas, on est à 150 degrés. Ben, si tu descends, tu fais juste diminuer la pression, hop, tu passes à l'état gazeux, sans changer la température. Et inversement, tu peux faire pareil avec la température. Okay. Du coup, voilà. Donc, l'état, il dépend de la température et de la pression. Donc, phi, c'est le nombre de phases qu'on a en présence. Donc, ça, je l'ai expliqué. Et N, c'est le nombre de constituants. Donc, si vous êtes dans le cas d'un corps pur, N, ça sera... oui. J'ai une question, mais c'est juste pour revoir la fois. Si ici, on n'avait pas mis tué, est-ce que ça aurait changé ou pas pour la formule? Je pense pas. Après, si tu ne fais pas un cas particulier dessus, je pense que je suis sous-entendant. Du coup, donc admettons, en fait, vraiment, il faut réfléchir. Si tu es au point triple, ça veut dire que tu es ici, à l'état à la fois solide, liquide, gazeux. Et ben, si tu bouges de température ou de pression, ben, tu seras plus sur l'état triple. Donc, tu ne peux rien bouger. Donc, la variance, elle doit être nulle. Parce que, donc, à l'état triple, tu as un constituant plus 2, donc ça fait 3. On a dit on reste sur ça, c'est le nombre de constituants d'une solution d'un corps. Donc si on prend un corps pur, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un constituant dessus. C'est pas un mélange. Et 1 plus 2, 3. Donc 3. Et si tu es au point triple, ça veut dire que tu as les 3 phases en même temps, solide, liquide, gaz. Okay. Donc 3 moins 3. Variance alignée. Ok. Ensuite, tu fais pareil si tu es sur une ligne.
Si tu es sur une ligne, tu as toujours un constituant, tu as toujours 2 ici, donc 3 moins le nombre de phases. Donc là, tu es sur la ligne, c'est-à-dire qu'il y a la frontière entre liquide et gazeux. Combien tu as de phases? 2. 3 moins 2. L'invariance égale 1. C'est aussi simple que ça. Du coup, donc une variance égale à 2 correspond au point triple, c'est faux. C'est une variance nulle qui correspond au point triple. Une variance égale à 1 correspond à une courbe de transformation. Lorraine. Oh. Ben oui, c'est comment faire. Donc, c'est 3 moins 2, donc 1, c'est bien une courbe de transformation. Courbe de transformation, c'est la limite entre deux états, comme là. Okay. La A, j'ai oublié, pardon, correspond au nombre de paramètres pouvant changer sans que l'on quitte le domaine, c'est vrai. La D, le point critique et le point d'équilibre des 3 états, c'est faux. C'est le point triple qui correspond au point d'équilibre des 3 états. Et la E, bon alors ça, je ne sais pas s'il le met chaque année, s'il n'y a pas de réaction chimique et pas de réaction enzymatique. Bon, s'il n'y a pas de réaction enzymatique, on s'en fout, mais réaction chimique, c'est important. Donc voilà. La E, c'était faux. Donc c'était AC. Pour l'optique, voilà, c'est bon pour les changements d'état et tout. Ouais. Pour l'optique, est-ce qu'il y a des profils? Je vais expliquer des trucs, c'est pas clair. Donc, un diode prédit stigmatique s'il donne d'un objet rectiligne une image rectiligne. Ouais, faux. Faux. S'il donne d'une image ponctuelle, d'un objet ponctuel, une image ponctuelle. Pour même, c'est quoi une ligne? Une ligne, c'est quoi? Une ligne, c'est ça. L'ensemble de en fait, si tu veux un astigmate, il va avoir. Après, c'est un point. C'est beau du coup. Mais en gros, enfin, je ne sais plus exactement. Tu sais, c'est les tests qu'ils font les opticiens. Et non, en fait, ils ne voient pas. Ouais, voilà, ils voient pas un point comme. Mais ici, c'est juste, puisque ici, c'est un objet rectiligne, on le voit pas arriver. On le voit pas du tout. La correction après. Super, merci. Tu vois, en gros, un point comme ça, il va le voir sous forme d'une ligne, soit comme ça, soit comme ça. Oui, mais... Après, c'est la définition. Ouais, c'est un peu bête et méchant, c'est la définition. Ici, c'est quoi qui est faux dans la pratique? Un dioptre stigmatique, il voit d'un point, un point. Si, oui, ça veut dire qu'il voit la chose. S'il voit une ligne parallèle, ça reste juste. Et non, parce que la ligne, enfin, si le dioptre, tu repères un astigmate, quand il va voir d'un point une ligne. Donc, si pareil, pour un dioptre qui doit être stigmatique, donc, qui doit ça être un astigmate, il faut que d'un point, tu aies un point. Ok? On reviendra dessus. Du coup, donc là, c'était faux. J'aurais dû mettre d'un objet ponctuel une image rectiligne, au moins, j'aurais pas été embrouillé. Du coup, donc là, c'était faux. Un job stigmatique d'un objet ponctuel, une image ponctuelle. La B, c'est vrai, une job triple correspond à 1 mètre moins 1. Voilà, j'ai voulu faire le piège sur l'unité, je n'ai pas fait. Si la puissance d'un dioptre est négative, le dioptre sphérique est divergent, c'est vrai. Et si la puissance est positive, le dioptre est convergent. Voilà, ça, pensez aux lunettes. En fait, si vous êtes myope, la puissance qu'on va vous mettre, elle va être négative. Donc, moi, j'ai moins 6 de myopie, donc c'est moins 6, ça veut dire le dioptre, il est divergent puisque mon œil est trop convergent. Okay, on fait le contraire pour compenser. Et pour un hypermétrope, on met une puissance positive. Donc,
une lentille convergente, parce que son œil n'est pas assez convergent. Du coup, un sujet astigmate présente une amétropie. Vrai ou faux? Allez, c'est pour toi, ça, astigmatisme. Attends, c'est la plus. Un sujet astigmate présente une amétropie. Oui. L'amétropie, si tu veux, c'est Astigmate. un tropie. Ah, non, sujet stigmate, tu le verras pas. Donc, c'est vrai, enfin, l'astigmatisme, c'est une amétropie, c'est un problème de l'œil. Après, si je vous mets amétropie sphérique, c'est faux, parce que l'œil, le dioptre, il n'est pas sphérique. Okay. Ça, vous comprenez ça, hein? Okay. Ah, donc, amétropie, mais pas amétropie sphérique. Et la presbytie est une amétropie sphérique, vrai ou faux? Faux, pourquoi? Parce que la presbytie, c'est lié au vieillissement, donc c'est physiologique. C'est pas une amétropie. Alors ça, il fait souvent le piège, hein? Amétropie sphérique, non sphérique. Donc ça vous synthétise un peu. Donc la 6, c'était B, C. La 7. L'astigmatisme régulier est plus facile à corriger que l'astigmatisme irrégulier. Vrai ou faux? Faux. Vrai. Ok. Dans le cas d'un astigmatisme. Alors, attends, ça on va faire petit à petit. Bon, je peux effacer un peu? Oui. Donc voilà, quand je vous dis. Bah, de toute façon, ouais. Déjà, c'est quoi l'astigmatisme irrégulier? Je prends là et ça. Alors, astigmatisme irrégulier, ça veut dire la courbure du dioptre, donc de la face antérieure de l'œil, elle n'est pas régulière. Enfin, elle varie, mais pas progressivement. Ok? C'est genre, je vais exagérer, mais c'est mieux d'exagérer pour bien comprendre. Ça veut dire, genre, imagine un œil métrope, il est comme ça. Bon, imagine, c'est une sphère. Et, genre, tu aurais une petite. Bon, ça fait bizarre, mais. En gros, c'est pas progressif. Okay. Du coup, donc, astigmatisme, confort, donc, confort. Une seule focale est dans le plan rétinien. Je vois. Vous avez tous peur maintenant. Alors, faux. C'est faux. Donc, en fait, conforme, ça veut dire la focale horizontale, elle est en avant de la focale verticale. Okay, sans rapport avec le fait qu'il y ait une focale dans le plan rétinien. C'est simple ou composé. Simple, ça veut dire qu'il y en a une qui est dans le plan rétinien, l'autre elle n'est pas. Composée, elles sont les deux pas dans le plan rétinien. Du coup, donc, ce qu'il faut, ensuite, là, c'est la focale verticale correspond au méridien vertical. C'est faux. La focale correspond au méridien perpendiculaire. Donc, la focale verticale correspond au méridien horizontal. La focale horizontale correspond focale verticale. La focale verticale correspond au méridien horizontal. La focale horizontale correspond au méridien vertical. C'est bon. La D, donc. La D, donc, voilà, c'est là où il faut synthétiser vraiment les informations. Donc, je fais le dessin. Donc, on va doucement, ok? L'œil astigmate, hyperopique. On va commencer par là. Donc, simple. Simple, ça veut dire quoi? Pas dans le plan rétinien. Donc, il y en a une qui n'est pas dans le plan rétinien. Ok? Du coup, ça fait. Donc là, j'ai l'œil. Le plan rétinien, c'est en arrière de l'œil. Okay, c'est là. Donc, il y en a une qui est dans le plan rétinien. On ne sait pas encore laquelle. Donc, il y en a une qui est dans le plan rétinien, l'autre qui ne l'est pas. D'accord? Ensuite,
conforme. Alors, conforme, on l'a dit, c'est astigmatisme conforme à la règle, c'est focale horizontale en avant de la verticale. D'accord? Donc, hop, comme ça. Et hyperopique, ça veut dire quoi? Alors, l'astigmatisme myopique, ça veut dire que la focale qui n'est pas dans le plan rectilien, elle est en avant, parce que l'œil il est trop convergent, donc, enfin, l'œil myope il est plus convergent, donc l'image se forme en avant du plan rectilien, et hyperopique, c'est le contraire, l'œil n'est pas assez convergent, donc l'image se forme en arrière du plan rectilien. Et voilà, bon, alors ça se tombait comme ça en anal, à un point focal image situé en arrière du plan rectilien. Donc, je crois que ça a fait un peu débat là-dessus. Mais pour moi, c'est vrai parce que je pense que du coup, l'astigmatisme, vu qu'il a deux méridiens différents, enfin, il va avoir deux points focaux image différents. Un point focal image pour ça et un point focal ici. En plus, on l'appelle focal, donc je pense que ça correspond à un point focal image. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Donc, on fait le dessin. Astigmatisme conforme à la règle. Focale verticale en avant du focale horizontale en avant de la focale verticale. Hyperopique, donc c'est-à-dire la focale qui n'est pas dans le plan rectilien, elle est en arrière. Et astigmatisme simple, donc une focale qui n'est pas dans le plan rectilien. On a ce dessin-là et on est sûr de ne pas se tromper. OK ? Et la dernière, un sujet hypermétrope possède une capacité d'accommodation moindre que celle d'un sujet myope. Vrai ou faux? Vas-y. C'est faux. Pourquoi? Non. C'est pas le sujet myope, Hein? c'est pas le sujet myope. Non, pas encore. En fait, tout le monde, hypermétrope, myope ou hémétrope, a la même capacité d'accommodation. En fait, c'est juste le dioptre qui est convergent, divergent, plus convergent, plus divergent. Mais ça n'a pas de rapport avec la capacité d'accommodation. Après, ça, il est du pied en coupe. C'était bien étudié. Donc, voilà. Bon, pareil, je vous ai mis dans la correction le dessin. Hein. Pas besoin de le prendre. Donc, pareil. Bon, ça aussi, c'est un truc qui est assez souvent en optique. Donc, pas vraiment top. On va le faire ensemble. Quelqu'un qui veut faire au tableau? Juste à la 7, du coup, c'est AD. La slide, hein. ADO. Donc, pour la 8. La E est Ouais. Du coup, donc, pour un sujet qui présente un punctum remotum à 25 cm en arrière de l'œil, qu'est-ce qu'on peut dire direct? Je vous écoute. Hypermétrope, voilà. Donc, si le punctum remotum il est en arrière de l'œil, ça veut dire qu'il est virtuel, parce que normalement il doit être en avant de l'œil. Donc, le sujet est hypermétrope. Alors, là, vous avez le sommet du dioptre. Donc, punctum remotum. Punctum remotum, 25 cm en arrière de l'œil. Donc 25 cm, ça fait 0,25 mètres. Enfin, ça dans le calcul. Bon là, je n'ai pas fait de piège non plus là-dessus, mais faites attention aux unités, parce qu'il veut vraiment que ce soit si je vous mets 25 cm, il faut que sur votre œil, vous marquiez comme ça. Parce que sinon, si dans les calculs, vous faites 1 sur 25, vous allez trouver 0,4. Et du coup, ce sera pas bon.
Voilà, c'est un bon résultat. Donc, voilà, mettre en mètres. Et voilà, donc plus 0,25. Okay, faire attention aussi. Plus, parce que ce qui est en arrière de l'œil, c'est plus, ce qui est en avant de l'œil, c'est moins. Du coup, donc le punctum remotum, le punctum proximum à 5 cm en avant de l'œil. Donc, moins ou plus? Moins. Parfait. Moins 0,05 mètres. Du coup, donc, ce sujet est hypermétrope. Vrai ou faux? Faux. Donc, vrai. Donc, parce que le punctum remotum est en arrière. La B, ce sujet n'a pas de plage de vision nette. Faux. Pourquoi? Il faut une recommandation pour avoir une plage de vision. Oui, alors ça c'est pour la C. Mais pour la B, je te dis, il n'a pas de plage de vision nette. C'est-à-dire, je te dis, je sous-entends même avec accommodation. Ah non, ça ne peut pas savoir. Du coup, donc, la B c'est faux. Alors, bon, là pareil, je t'ai fait tout le calcul détaillé. Donc, hop. Pour pouvoir faire les bons calculs et sans se tromper, il faut donc savoir le punctum remotum, le punctum proximum. Okay, on calcule la proximité du remotum. Donc, comment on fait pour avoir la proximité du remotum? 1 sur OPR. Okay, donc, si PR est égal à plus 0,25 mètres, R, c'est 1 sur 0,25, donc 4. Plus 4. Plus 4 de près. OK? Et pareil pour PP, donc P égale 1 sur moins 0,5. Ça fait calcul mental Bon. moins 20. Moins 20 du coup. Ensuite, pour calculer la plage de vision nette, donc c'est A. A c'est égal à oui, oui, t'as raison. Mais pour avoir la distance de la plage de vision nette, tu fais punctum remotum moins punctum proximum. Mais pour savoir s'il y a une plage de vision nette, il faut utiliser cette formule. A égale R moins B. Donc A égale R moins B. Donc 4 moins 20. Plus 20. Égal à 24 de plus. OK. Donc en fait, pour savoir si ça c'est juste pour un hypermétrope. Pour un myope, il y a une plage de vision nette. Okay. Pour un hypermétrope, en fait, il n'y a pas toujours une plage de vision nette. Pour savoir s'il y a une plage de vision nette, il faut faire le calcul qu'on est en train de faire. Et si jamais il y a une plage de vision nette, c'est toujours auprès d'une accommodation permanente. Donc si comme dans la C, je te mets, il peut avoir une plage de vision nette, mais sans accommodation, ça veut dire que c'est faux parce que l'hypermétrope, il est toujours en train d'accommoder. Et c'est pour ça que ça fait de la fatigue visuelle. Et si dans la blanc, on écrit que ce sujet n'a pas toujours de plage de vision nette, De quoi? S'il n'a pas toujours. Ouais, mais alors là, je te mettrais pas un cas particulier comme ça. Ce serait vraiment un sujet hypermétrope n'a pas toujours une plage de vision nette. Là, tu peux mettre. Du coup, donc si R c'est plus petit que A, donc R c'est 4, pour rappel, et A c'est 24. Donc là, R il est plus petit que A, donc il y a une plage de vision nette. Et si R est plus grand que A,
Donc, si par exemple, si on avait, donc, je sais pas, R égale 25, ben on n'aurait pas de plage de division nette. Ok, donc ça retenir, en fait, ça dépend de la proximité du rhumotome. Donc si R il est plus grand que A, il n'y a pas de plage de division nette. S'il est plus petit que A, il y a une plage de division nette. Et encore une fois, je vous ai mis tout le calcul, donc tout ce qu'il y a. Du coup, si vous voulez relire avec la tête froide et tout, pour mieux comprendre. Bon, c'est bon, il y a. Vous avez compris comment on fait? Ok. Donc, là, ce sujet peut avoir une plage de division nette sans accommodation. Faux. Un hypermétrope, il ne peut pas avoir de plage de division nette sans accommodation, ce n'est pas possible. La D, ce sujet est presbyte. Pourquoi? Alors, l'hypermétrope, il peut être presbyte. Pardon? Il est supérieur à 3. Ce que j'ai. Donc, la presbytie, ça touche les myopes, les hypermétropes et les hémétropes. On a dit parce que c'est physiologique, ça atteint tout le monde. Pour savoir si un sujet est presbyte, en fait, c'est pour ça que vous avez dû faire tout ça. Pour au moins, vous avez tout ce qu'il faut pour tout l'item, enfin, pour toute la question. Donc, il faut calculer A. A, c'est 24. Un sujet presbyte si sans amplitude d'accommodation. Donc, si A il est inférieur à 3, il est presbyte. Donc là, on a 24 plus grand que 3. Donc, pas presbyte. Et, ouais. Il faut pas aussi voir, il y a un autre. Pour les myopes, est-ce que ça vaut aussi A inférieur à 3, il y a un presbyte? Est-ce que pour les myopes, c'est pour tout le monde. Si A inférieur à 3. Je sais plus c'était quoi. Je pense que c'était le point maximum. On devait voir si c'était dégradation de 33. Je sais plus si du coup. Je sais plus c'est lequel, mais il y a un cas, je crois, il fallait vérifier les deux paramètres. C'est si tu as le punctum proximum à plus de 33. Parce qu'en fait, vous avez compris ce que c'était punctum proximum, punctum remotum. Oui ou c'est pas clair. En fait, le punctum proximum, c'est la distance la plus proche que je peux voir le truc. Donc pour un myope, en général, c'est plus petit que pour un hémétrope. Alors tu peux vraiment coller l'œil. Et punctum remotum, c'est le plus loin possible. Donc c'est encore net. Ok. Du coup, en fait, un presbyte, dans les vieux, ils prennent leur téléphone comme ça. Okay. C'est parce que le punctum remotum, leur punctum proximum, pardon, il est très loin. Donc pour voir net, pour lire net, ils sont obligés de mettre les trucs loin. Donc, par exemple, un vieux, il va te dire j'ai les bras trop courts, parce qu'on va regarder comme ça. Okay. Donc, du coup, j'ai oublié ta question. Oui, donc du coup, pardon. Donc, dans le proximum, si à partir de 33 cm, donc 33 cm, ça fait quasiment un coup. Donc, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu es obligé de mettre une limite comme ça pour pouvoir dire. Donc, à partir de ce punctum proximum, tu commences à être très vite. Mais voilà, la définition de truc, c'est avec le A. Donc voilà. Du coup, donc voilà, attention, j'ai entendu une horreur tout à l'heure. C'est pas parce qu'il est hypermétrope qu'il ne veut pas être presbyte. Tout le monde peut être presbyte. Enfin, tout le monde sera presbyte. Ok. Pour la E, pour corriger cette amétropie, on utilise une lentille convergente ayant une vergence égale à plus 4 dioptries. Vrai ou faux? C'est faux. Pourquoi? Parce que le R est égal à 4 dioptries. Donc on a R qui est égal à plus 4 dioptries. Et pour avoir la vergence de la lentille, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que je vais appliquer moins que l'autre. Faux. Mais tu n'avais pas dit qu'il fallait tout faire l'inverse. Non, ça c'est pour avoir la proximité. Pour la proximité, tu prends 1 sur OPA. Proximité du remoteur. Donc, pour avoir la vergence, tout simple, prenez
la proximité du rémotome, donc cette valeur-là. Donc c'est bon. Ouais. Donc c'est vrai. Donc, C'est quoi déjà la divergence? la divergence, c'est V. V, c'est égal à R. La divergence, c'est la puissance de la lentille correctrice. Okay, donc, si on te met des lunettes ou des lentilles, on va mettre une certaine puissance pour corriger. Si tu es myope, c'est-à-dire ton œil est trop convergent, donc, ton image elle se forme en avant de l'œil, okay, en avant du plan rétinien, pardon. Donc, plan rétinien, sommet de l'œil. Okay. Ton image, c'est-à-dire elle se forme en avant de la rétine, okay, parce que ton œil est trop convergent. Donc, pour corriger ça, on te met des lunettes qui vont avoir des lentilles divergentes pour reculer ça. Okay. Si on te met convergent, on va avancer encore plus et tu vas avoir encore plus chaud. Si tu es hypermétrope, ça veut dire que ton image elle se forme en arrière de l'œil parce que ton œil n'est pas assez convergent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On te met des lentilles convergentes. Okay. Lentille convergente, c'est ce que je disais tout à l'heure, la lentille convergente elle va avoir une puissance positive. Okay. Parce que pour un dioptre convergent, la puissance est positive. Pour un dioptre divergent, la puissance est négative. Donc, pour les myopes, on met une divergence négative. Pour les hypermétropes, une divergence positive. Ça va, c'est clair? Impec. Donc, du coup, la divergence, c'est la proximité du rémotome. Donc, plus 4 dioptries. Okay. Attention ici. Donc, si j'étais vraiment méchant, j'aurais pu dire une lentille divergente. Et dire une divergence égale à plus 4. Et ça aurait été faux. Donc, on utilise des lentilles convergentes pour le corriger, puisqu'il est hypermétrope. Ça va pour l'optique? Ouais. Donc, du coup, électrophysiologie. Ouais, c'est la 9. Donc, la A, d'après la loi de conservation des charges électriques dans un système ouvert, la somme des charges positives et des charges négatives ne varie pas au cours du temps. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. Pourquoi? C'est dans un système fermé. Non, ça varie pas. Dans un système clos. En gros, c'est comme, moi je m'imaginais comme ça. J'imagine que tu as des charges dans. Imaginons chacun de vous c'est une charge électrique, okay, positive ou négative, on va pas juger. Mais du coup, si je ferme la porte, il n'y a personne qui peut sortir. Okay, donc on serait dans un système clos, personne ne peut sortir. Si j'ouvre la porte, ben, si on veut sortir, elle peut sortir. Après, vous êtes libre de sortir, hein, c'est des. Du coup, donc c'est système clos. Okay. Donc voilà, ça aussi, lui adore les pièges sur un mot, vraiment changer un mot dans les définitions, il kiffe. Du coup, là c'était faux. La B, les membranes biologiques sont des isolants entre des milieux conducteurs. C'est vrai. Ça c'est vrai. Bravo. La C, l'électrocinétique et l'étude des interactions des charges électriques statiques entre elles et ou avec l'environnement. Faux. Donc, si vous voyez électrocinétique et statique dans la même phrase, c'est qu'il y a un problème. Okay. La D, les mouvements d'ions transmembranaires dans une cellule excitable secondaire aux ouvertures et fermetures des canaux ioniques sont un exemple d'application de l'électrostatique. C'est faux. C'est faux. Faux. Alors, pareil, petit moyen mnémotechnique pour retenir les applications. Je sais que vous adorez ça. Pour les applications de l'électrostatique. Parce que ça tombe. Hein. Électrostatique. MEP. Donc, MEP, c'est quoi? C'est M, membrane biologique. Donc, membrane biologique, c'est une application électrostatique. Les protéines, le P, et E, c'est l'eau. Okay. Donc, membrane biologique, eau, protéines, application électrostatique, électrocinétique.
D, MIT, MP. Bon, moi, je retenais beaucoup avec les majuscules. Alors, vraiment, ça m'aidait beaucoup. Donc, MIT, mouvement d'ion transmembranaire, et MP, mouvement, mobilité des protéines. Donc, bon, je sais que c'est un peu gaga comme ça, mais moi, vraiment, je retenais bien les majuscules. Donc, je prenais toujours les premières lettres des mots, et j'essayais de faire les moyens mnémotechniques avec ça. Donc, bon, le plus facile, c'est électrostatique, MEP, donc membrane biologique aux protéines, c'est électrostatique. Le reste, c'est électrocinétique. Mouvement de ion transmembranaire, donc il y a mouvement, donc ça fait penser à cinétique, électrocinétique. Et mobilité des protéines, pareil, mobilité électrocinétique. Ok? Juste c'est MIT, le MIT, mouvement d'ion transmembranaire. le P. MP en bas, mobilité des protéines. Du coup, donc, hop. Donc, les mouvements d'ion transmembranaire dans une cellule excitable secondaire aux ouvertures et fermetures des canaux ioniques sont un exemple d'application de l'électrocinétique. Et la E, toutes les charges électriques sont des multiples de la charge élémentaire et s'expriment en volts. Vrai ou faux? Faux. Pourquoi? Parce que c'est pas en vol. C'est en quoi? Coulomb. Coulomb. Donc, Coulomb, c'est l'unité de la charge électrique. Et volt, c'est l'énergie de. C'est pour l'unité de différence de potentiel électrique. On l'a dit, c'est la loi de Coulomb. Donc, toujours pareil. Quand j'ai un item comme ça, qu'est-ce que je fais? J'écris la formule. C'est quoi la formule? C'est K0 moins Q2 sur carré. Peut-être ton air de voir. Ça vient dans la consigne. Ah. C'est le contraire. C'est écrit qu'une distance. Là, c'est ça, une distance R. Après, d'un point de vue. La formule, c'est si tu mets au carré, mais ça reste à distance R. Parce que quand tu vas à la fac, tu dis pas je mets 100 mètres carrés pour aller. Ok. Donc, d'après la loi de Coulomb, donc hop, on a notre formule. Alors, je vais vous dire la valence absolue. Bon, ça... Donc, du coup, j'ai ma formule, c'est super simple. Donc, la force électrostatique s'exerce entre deux charges électriques fixes ponctuelles, Q1 et Q2 éloignées d'une distance R, et proportionnelle à la somme des charges. Il faut produire. La B, elle est radiale. Bon, ça, c'est dans les conditions. Radial, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est. En fait, ça veut dire. Radial, c'est une ligne en fait. Ça dépend de. La direction de la ligne entre les deux charges. Ça dépend de la distance entre les deux charges. Q1 et Q2. Elle est inversement proportionnelle à cette distance R. Alors, bon, ouais, ça, pardon. Ça, il y a toujours un débat dépend et inversement proportionnel. En gros, ça, c'est quand vous faites les QCM que vous en rendez compte. Quand on dit dépend, ça veut dire on peut mettre elle dépend de R, ça serait vrai. Par contre, quand on dit proportionnel, il faut que ce soit exactement le bon terme. Ça veut dire si c'est au cube, il faut que ça soit. Si par exemple c'était un R au cube, il faudrait que je mette inversement proportionnel à R au cube. Si je ne mets pas un R au cube, c'est faux. Donc je sais que c'est bête, mais dans les QCM, c'est comme ça à chaque fois. Donc, quand il y a proportionnel, si vous avez une racine, il faut qu'il y ait marqué racine de je ne sais pas quoi. Donc quand c'est proportionnel, c'est vraiment strict. Ok. Donc D, elle s'exprime en coulomb. Alors une force, c'est en newton. Après, oui, de newton, tu peux. Il n'y a pas de volt. Non, je ne sais pas si tu peux. Non, c'est une force, c'est LMT moins 2. Ouais, mais après, je ne sais pas, fait l'équation en dimension, mais je ne sais pas si de volt par mètre, c'est le champ électrostatique. C'est masse fois accélération. Je vérifie. Il n'y a pas de volt.
Ouais, c'est le champ électrostatique en volt par mètre. Donc voilà, une force c'est en coulomb. Une force c'est en newton, pardon. Donc du coup, non, c'est pas en coulomb. Et deux charges de même signe exercent entre elles une force d'attraction. Il faut, ça comme les aimants, charge d'attraction entre deux charges de signe contraire. Une force de répulsion entre deux charges de même signe. Donc, du coup, c'était la B. La B aussi. La 11. Dans les lignes de champ. Vous avez compris comment ça fonctionnait, ligne de champ, surface, équipotentielle. Ou vous voulez que je fasse un petit dessin? Dites-moi, je suis à votre service. Comment? Je fais un dessin. Donc, les lignes de champ. En gros, tu imagines, tu prends. Alors, il y a un truc qui me perturbait dans le cours, c'est que, en fait, dans son schéma, il fait que, il suppose en fait que c'est une charge positive par convention. Enfin, il fait que l'exemple de la charge positive, mais du coup, pour une charge négative, ça serait le contraire du schéma. Donc, après, vous avez les surfaces équipotentielles, mais en gros, les lignes de champ, c'est vu que c'est une charge positive, on part du principe que si on met une autre charge positive, la force, elle serait éloignée, vu que ça serait répulsif. Okay. Donc, il part du principe qu'on prend deux charges positives pour faire le dessin. Donc, du coup, la ligne de champ, ben, c'est juste ça, c'est juste pour dire où elle part, la direction de la force. Et du coup, ben, ça peut être dans tous les sens. Donc, ça fait un cercle. Voilà. Donc, les lignes de champ, elles sont orientées dans le même sens que le champ. Dans le même sens ou dans le sens opposé? On attend, je vais expliquer encore le champ électrostatique. Ouais, dans le même sens. Mais le sens, quand on dit le sens du champ, c'est du moins vers le plus ou du plus vers le moins? Parce qu'en fait, je crois que le sens conventionnel, c'est du moins vers le plus, donc je ne sais pas si c'est par rapport à l'exemple que dans le sens conventionnel du courant. Ouais, là, donc là c'est champ, donc ça ne marche pas. Du coup. Non, en fait, là, quand on dit le sens conventionnel du courant, non, le sens des électrons. Juste une question, tu as fini combien de temps? On est à la moitié. À la moitié, très C'est un peu. Non, j'allais manger. Du coup, non, sens conventionnel du courant, c'est de plus vers le moins. C'est le sens des électrons, de moins vers le plus. Okay. Donc là, quand on dit du champ, c'est les électrons. Du champ. Attends, il y a une différence entre du champ et... Non, en fait, c'est le champ électrostatique, c'est le champ de force qui est créé par la charge électrique. Donc ça part de la charge et ça va vers l'extérieur. Voilà, parce que si. Donc du coup, ça va dans le sens. Ça va dans le sens. Ah, ok. Ok, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, du coup, c'est le champ de force qui est créé par une charge. Donc là, on dit qu'elle est positive, donc ça va être répulsif. Et si c'était une charge, si on prend une charge négative, ça serait vers lui. Okay. D'accord? Donc on fait le contraire, une flèche vers le centre. Okay, donc si tu veux, pour simplifier, quand c'est une charge positive, c'est centrifuge, quand c'est négatif, c'est centripète. Ok? Et du coup, les surfaces équipotentielles, c'est les surfaces où il y a la même intensité du champ. En gros, il faut se dire que
si on met une particule un peu loin de celle-là, elle va moins être influencée parce qu'il y a une plus grande distance. Donc en gros, on va faire des surfaces équipotentielles où si on est à la même distance, il va y avoir la même valeur intensité du champ électrostatique. Ça, c'est des surfaces équipotentielles. Donc les lignes de champ, elles sont bien perpendiculaires aux surfaces équipotentielles. Les surfaces équipotentielles, c'est là où il y a le même voilà. Merci. Et dans le même sens que le champ, parce que du coup, si tu veux, la charge positive va faire un champ répulsif, donc vers l'extérieur, et la charge négative attractive. Ok? Donc, elles sont perpendiculaires en tout point au champ électrostatique, c'est faux. C'est tangent. Elles sont tangentes en tout point au champ électrostatique. Voilà. Donc, elles sont orientées dans le même sens que le champ. L'ensemble des lignes de champ forme un spectre, c'est vrai. Et les lignes de champ sont perpendiculaires aux surfaces équipotentielles et orientées dans le sens de V décroissant. Donc, c'est vrai. Voilà. Du coup, vous voulez que j'explique ou pas pour le sens de V décroissant? Donc, la formule pour delta V, donc dV. Donc, c'est moins E fois dL. Donc, ça veut dire E, c'est le champ, et dL, c'est la distance. Ok? En fait, plus le champ il va augmenter, plus le dV il va diminuer, parce que c'est négatif. Et inversement. Okay. Donc, en fait, le potentiel il va varier. Là, ça va être moins important. En gros, sur cette surface équipotentielle, il est plus faible qu'ici. D'accord? Donc, plus on va vers là, plus le VI va baisser. Donc, c'est pour ça que les lignes de champ elles sont orientées dans le sens de V décroissant, parce que plus on va loin, plus VI va diminuer. Okay? On va s'éloigner de la charge, donc le champ il diminue. Enfin, là, ça augmente, pardon. C'est DL qui augmente. Et pardon, je comprends. Donc ça, on va dire le champ, on suppose qu'il ne bouge pas. Okay? Plus on s'éloigne, plus DL il augmente. Donc plus ça augmente. Ça diminue puisqu'il y a un moins. Ça, on considère que ça ne bouge pas. DL, ça augmente. Donc ça, tout ça augmente. Et là, il y a un moins. Donc au final, ça sera très négatif, donc ça diminue. Ça veut dire que le moins, il fait impact sur le V. Le moins, il fait impact sur le signe du résultat. Si tu as moins 80 et moins 100. Oui. En fait, j'arrive pas exactement à comprendre le potentiel. Le potentiel. C'est une capacité. En fait, c'est. En général, quand tu as le potentiel, c'est comme l'énergie potentielle. Quand tu mets le stylo comme ça, il a une énergie potentielle qui fait que si tu le lâches, il pourrait la transformer en vraie énergie. Mais tant que tu ne le lâches pas, il n'a pas de truc. Quand tu as, pour la tension, c'est une différence de potentiel. Ça veut dire qu'en fait, il va s'exercer une force entre là où tu as le plus grand. Enfin, plus il y a une grande différence de potentiel, plus tu vas avoir de force disponible. En fait. Après, c'est court comme ça, c'est vraiment pour vous introduire à l'électricité, mais c'est très compliqué l'électricité. Du coup, donc la 12. Bon, ça c'est pour les dipôles. Donc si le front de dépolarisation va vers P, alors son potentiel devient de plus en plus positif. C'est faux. C'est faux. C'est l'inverse. Négatif. Alors, vrai ou faux? C'est faux. Dépolarisation, c'est bien positif. C'est la repolarisation, c'est négatif. J'ai dit c'est la repolarisation. Donc en gros, vous vous rappelez des derniers cours du 3 du deuxième semestre ou pas?
Clairement, hein. En gros, potentiel de repos, c'est moins, plus, moins, moins, plus. C'est plus à l'extérieur, moins à l'intérieur. Enfin, sur le schéma, c'est l'inverse du coup. Ça fait un sorte de rond. C'est plus extérieur, moins à l'intérieur. Et il y a un faisceau de polarisation. Du coup, c'est inverse. Ouais, Mais j'ai corrigé le schéma. C'est ça. Voilà, donc du coup, ça à l'extérieur, moins à l'intérieur. Donc si on dépolarise, ça va être moins à l'extérieur, mais plus à l'intérieur. Ok. Donc il faut se dire, quand il y a dépolarisation, il va y avoir du positif. Ok. Donc le front de dépolarisation, ça fait moins, plus, moins. Du coup, voilà. Bon, on va prendre ce schéma, il est mieux. Donc, là, vous avez le front de dépolarisation. Donc, il va y avoir du plus qui va être apporté. Là, c'est plus. Le plus, c'est plus. Donc, on va dire un derrière moins. Bon. On retient que le plus, ok? Donc, s'il y a un front de dépolarisation, ça veut dire qu'il y a du plus qui va arriver. Donc, si le front de dépolarisation va vers P, donc P, on imagine, on a P qui est. Enfin, non, je suis P. Okay. Il y a le front de dépolarisation qui arrive vers moi, donc il va y avoir plein de charges positives qui arrivent. Okay. Et le front de repolarisation, c'est le contraire, c'est des charges négatives. Donc si j'ai le front de repolarisation qui vient vers moi, je vais devenir de plus en plus négatif. Alors donner non. Traiter, je veux dire. Donc front de dépolarisation, c'est du plus qui arrive. Front de repolarisation, c'est du négatif qui arrive. Il y avait un P où il y avait le niveau du plus. Ouais, mais tu vois, moi, ce schéma, j'avais jamais bien compris. Donc, non, celui-là, j'aimais bien, mais celui que tu m'as donné, celui-là, je ne comprenais pas trop. C'est juste pour montrer que quand il y a dépolarisation, repolarisation, ça change. Ouais, mais du coup, moi, c'est lui que je comprends pas. Pourquoi? Je sais pas, je le trouve. Le front de dépolarisation, ça veut dire que tu as des charges positives qui arrivent. Okay. Non, mais du coup, j'ai appris derrière, quoi. Dépolarisation, c'est plus. La dépolarisation, c'est plus parce que tu vas avoir du plus dans les cellules. Ouais. Et repolarisation, tu vas revenir au potentiel de rebond. Donc, tu vas avoir des charges négatives dans la cellule. Donc, front de dépolarisation, tu vas avoir du plus. Okay. Dépolarisation, c'est plus. Repolarisation, tu penses moins. Okay. Comme ça, donc, après, tu te dis, tu imagines que c'est toi le point P au moins. Comme ça, quand le front de dépolarisation il arrive vers toi, donc tu as des charges positives qui arrivent. Si le front de dépolarisation s'éloigne, tu as de moins en moins de charges positives. Okay. Pareil avec le front de repolarisation. Donc, front de repolarisation est là, je pense, négatif. S'il va vers toi, tu seras de plus en plus négatif. Ok. Après, je t'avoue, c'est toujours mieux d'essayer de comprendre, même si ce n'est pas forcément ce qui est vrai ou ce qu'a dit le prof, mais au moins tu retiens plus facilement que si tu apprends par cœur. Du coup, c'est bon pour le front. Donc, du coup, les dérivations périphériques explorent le cœur dans un plan horizontal. Donc, périphérique, il y a le son F, c'est frontal. Et précordial, c'est comme par AL comme horizontal. Donc, dérivation périphérique explore le cœur dans un plan frontal. Les dérivations précordiales explorent le cœur dans un plan horizontal. Frontal aussi, c'est frontal. Bah ouais, c'est ça que j'avais compris. Donc, périphérique, il y a le son F, et frontal, il y a le son F. Ouais. Vous êtes chiant, hein. Et la E, donc c'était vrai, la théorie d'Einthoven est une théorie simplificatrice pour expliquer les tracés observés dans les dérivations périphériques.
Propriété colligative. C'est bon pour les trous, toujours. Est-ce que vous voulez que je vous explique aussi comment ça marche le tracé de l'OCG? Les tracés pour obtenir l'électrocardiogramme. C'est avec le QQS. Ouais, tout ça. PQR, oui, donc ça c'est le dernier truc, mais pour obtenir ça, D1, D2, D3. Ah, purée, ça aussi, j'ai un truc. Je sais plus si c'est pour le premier quad ou le deuxième. Pour avoir... Ah oui, c'était bien ça. Ah non, c'est au deuxième quad. VR moins VR. Non, c'est le premier. C'est le premier, ouais. C'est pas les lignes horizontales. Je faisais... Non, VF. VR moins VL, VF moins VR et VF moins VR. Oui, c'est ça. C'est la petite danse. Je me rappelle. Ouais, c'est ça. D1, VR moins VR. Ouais. Bon, je trouve plus mon cours. Du coup, donc, si... Désolé, je ne l'ai pas en grand, mais pour ça, en fait, pour avoir D1, prenez D1 et la perpendiculaire. Pour avoir ces graphiques-là. Moi, je repasse à D1. Pour avoir ces graphiques, là, D1, pour avoir la courbe comme ça. En gros, là, c'est bizarre parce qu'il y a plein de droites, donc on ne sait pas comment ça marche. En gros, tu prends D1 et la perpendiculaire à D1, donc VF. Et en fait, là, ça s'éloigne. Ça s'éloigne, ça s'éloigne, ça s'éloigne. Donc là, ça devient négatif. Enfin, ça diminue. Après, une fois que tu passes BF, ça se rapproche. Enfin, ça redevient positif. OK? Donc ça monte. Et après, dès que ça passe derrière D1, ça redescend. Okay? Et si tu veux... Parce que je n'avais pas très bien compris moi en cours et à chaque fois que j'essayais de le faire, ça ne marchait pas. Donc en fait, pareil pour D2 après. Tu prends D2, tu prends la perpendiculaire. Donc c'est VL. Et tu fais pareil. Enfin, du coup, tu fais comme ça. Donc ça diminue, puis ça remonte, puis ça rediminue. Tu obtiens ça. Et pareil avec D3. Donc D3 et VR. Et donc ça monte, puis ça rediminue, puis ça remonte. Ok? Vous avez déjà vu? Donc tu prends, pour retrouver ça, D1. Tu prends D1 et sa perpendiculaire, donc VF. Okay. Tu prends le signal. Après, il vous montre la vidéo, mais bon, moi, je n'avais pas trop bien compris en gros. Donc, là, tu vois, ça s'éloigne. C'est comme si c'était un repère, donc c'est négatif. Okay. C'est sous l'axe des abscisses. C'est ça. Après, ça remonte. Donc, ça, je viens de plus en plus grand. Après, ça repasse derrière, donc ça rediminue. Voilà. Et pareil pour tous les trucs. Pour des deux, pareil, je prends la perpendiculaire. Hop. Donc, négatif, négatif. Ça se rapproche, puis négatif, négatif, etc. Okay. Vous avez vu? Du coup, D1, pour retrouver ce signal, tu prends D1, ici, et VF, la perpendiculaire. Okay. Donc là, au début, tu t'éloignes par rapport à ce repère. Donc au début, tu t'éloignes, donc tu trouves un négatif. Après, tu te rapproches, Maintenant, ça monte, et ça rediminue. Et là, regarde. D2. Tu prends un perpendiculaire ici. Au début, tu t'éloignes, en dessous, donc tu t'éloignes. Après, tu te rapproches, etc. Bon. C'est gentil. Du coup,
Donc ça, et pour PQRS, PQRST, donc c'est dans l'ordre de l'alphabet. Donc il faut se dire, après maintenant vous avez eu les cours du deuxième code, donc vous savez que d'abord il y a la dépolarisation auriculaire, ensuite il y a la dépolarisation ventriculaire, après il y a la repolarisation auriculaire mais qui est masquée, et la repolarisation ventriculaire qui donne l'onde de T. Okay, donc P, QRS, okay. Du coup, propriété co-négative. Bon, lui aussi, c'est un bâtard qui prend. Faire attention. En plus, chaque année, il y a un item, il n'est pas dans le cours, ou alors il faut réfléchir. Bon, s'il y a un item que vous ne savez pas d'où il sort, soit vous mettez faux, soit vous réfléchissez et vous voyez ça marche, ben vous mettez vrai. Sinon, vous voyez que ça sort vraiment de nulle part. Voilà. Parce que chaque année, dans les annales, tu vois des trucs. Du coup, donc, une solution est un mélange homogène au niveau moléculaire de divers composés dans un liquide. C'est vrai. La B, la fraction molaire d'un soluté dans une solution dépend des conditions de mesure, notamment de température et de pression. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Faux, donc c'est indépendant des conditions de mesure, donc de température et de pression. Donc il faut se dire qu'on est en thermodynamique des solutions, donc on essaie d'avoir des trucs qui ne varient pas en fonction de la température. Voilà. Donc la C, une osmole contient un nombre d'entités cinétiques égal au nombre de Reynolds. Faux. Le nombre de Reynolds, c'est le truc de viscosité, là. Le deuxième code. Donc c'est égal au nombre d'Avogadro, donc comme les moles, osmole. Donc, nombre d'entités cinétiques égal au nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro, c'est combien déjà? C'est quel? Comment c'est quel? Il faut savoir ça. Hein. 6,022. Voilà. 6,0130. Il m'a embrouillé. Ah oui. Oui, 6,022 fois 10 puissance moins 23. Non, 3. Pardon. Je donnais quoi alors? Je donnais quoi comme constante? 638, 10 ça c'est H, ça. C'est H totalement. Du coup, la détermination du nombre d'entités cinétiques dépend du caractère neutre ou électrolytique du soluté. C'est vrai. Et pour la valeur du coefficient de dissociation d'un électrolyte fort, tend vers 0. C'est faux. C'est faux. Donc, il faut se dire qu'un électrolyte fort, il va avoir une forte tendance à se dissocier. Donc, son coefficient de dissociation, il va tendre vers 1. Et pour un électrolyte faible, il va avoir une faible tendance à se dissocier, donc un coefficient de dissociation faible. Du coup, voilà. Est-ce que vous voulez que j'explique le tableau sur l'urée, le glucose et tout? Oui. Donc la 13, c'était AD. C'était AD. L'osmolarité est reliée à la molarité par I, le facteur de Van 't Hoff, et ce, quelle que soit la soluté. Donc, pour vous dire à quel point c'est un bâtard, je crois que mon année, il avait fait relié à la molalité. Molalité. Donc, piège à une lettre près. Et c'était faux. Donc, est relié à la molarité par I, le facteur de Van 't Hoff, et ce, quelle que soit la soluté. Donc, lisez bien, hein, parce que à une lettre près, ça peut. Donc, la B, l'osmolarité est supérieure ou égale à la molarité. C'est vrai, parce que le facteur de Van 't Hoff, je crois, il est supérieur ou égal à 1. Donc, du coup, l'osmolarité sera supérieure ou égale à la molarité. La C, il faut une concentration double de NaCl par rapport à une solution d'urée pour produire les mêmes effets conégatifs. Voyez ou pas? Je crois que c'est t'as donné les réponses. Ah oui, pardon. C'est la seule qui a réfléchi. Du coup, ouais, c'était faux.
Donc pourquoi c'est faux? C'est la Donc il faut, Deux fois, c'est la même. ouais, il faut une concentration double durée parce qu'en fait le NaCl c'est un électrolyte fort, donc il va se dissocier entièrement. Et du coup, il va y avoir beaucoup d'entités cinétiques par rapport à l'urée qui se dissocie peu. Le facteur de Van 't Hoff d'un non-électrolyte tel que l'urée est égal à 1. Je crois que t'as sauté la vie. T'as sauté la Pardon. même. La théorie d'Arrhenius permet d'évaluer la dissociation des électrolytes forts présents dans la solution. Ça aussi, faire attention, c'est faire attention aux pièges comme ça, parce que ça peut tomber. Théorie d'Arrhenius, c'est pour les électrolytes faibles présents dans la solution. Donc, Arrhenius, c'est pour les électrolytes faibles. Et le facteur de Van 't Hoff d'un non-électrolyte tel que l'urée est égal à 1. C'est Ré. Ça, c'est écrit dans la leçon. Oui.